Deux cessez-le-feu fragiles sont en jeu et tous deux montrent des signes de rupture. Au Liban, une trêve de 10 jours ne tient qu'à un fil. Les troupes sont toujours en place. Le Hezbollah pose ses conditions et les civils sont avertis de rester à l'écart. L'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz malgré les propos optimistes du président Trump sur les discussions. Alors, qu'est-ce qui viendra en premier? Une percée ou de nouvelles frappes? Jérusaléminite commence maintenant. Bienvenue sur Jérusalem Initiator sur JNS TV. Josh Haston avec Alex Treyman à Jérusalem. Alex, Israël et le Liban ont conclu un cessez-le-feu de 10 jours. Cela fait suite à des discussions aux États-Unis avec Mark Rubio, le secrétaire d'État. Il y avait Yishil Leiter, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et Nada Kambadé Mouawed, l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, présents là-bas. C'est le 5e jour. Comment ça se passe avec ce cessez-le-feu de 10 jours? Il faut distinguer ces deux choses. D'abord, un cessez-le-feu de 10 jours. Deuxièmement, il y a les négociations politiques en cours actuellement entre Israël et le Liban. Bien sûr, elles sont liées, mais chacune doit être examinée séparément. Pour le premier point, vous avez ce cessez-le-feu de 10 jours. Le cessez-le-feu de 10 jours est en grande partie lié au cessez-le-feu que vous avez actuellement, ce cessez-le-feu de 14 jours avec les États-Unis et l'Iran. L'Iran dit qu'il veut que le cessez-le-feu inclue également le Liban. L'Iran espère que s'il y a une fin des hostilités, il pourra d'une manière ou d'une autre préserver son front avancé contre Israël, qui est l'organisation terroriste Hezbollah qui a essentiellement subverti le Liban. Donc, d'un côté, vous avez ce processus de 10 jours que le président a garanti et nous avons même vu des rapports selon lesquels des tweets, des publications sur Truth Social où le président a exigé qu'Israël cesse de bombarder. Bien sûr, ces exigences ont été formulées après l'annonce du cessez-le-feu de 10 jours. Donc, d'accord, il a exigé quelque chose auquel Israël avait déjà consenti. Mais cela vise à donner de l'espace aux États-Unis pour négocier avec l'Iran sans que la question du Liban ne serve d'excuse, n'est-ce pas? Les États-Unis ne veulent aucune excuse dans leur tentative de négociation avec l'Iran. C'est pour cela qu'il y a ces interruptions et reprises au Liban. Maintenant, bien sûr, les cessez-le-feu sont politiquement sensibles. D'un autre côté, ils peuvent avoir une valeur militaire. Je pense que les gens ne réalisent pas toujours à quel point les États-Unis et Israël ont utilisé d'armement dans leur campagne militaire contre l'Iran et contre le Liban. Le cessez-le-feu est une occasion de se réapprovisionner et de le faire sans être sous le feu ennemi. Je pense que les villes du Nord et le reste d'Israël sont soulagés d'avoir une période de calme après une longue période, environ 6 semaines de bombardements constants. Il y a toujours une forte probabilité que cette guerre en Iran puisse continuer. Il y a une forte probabilité que le cessez-le-feu au Liban s'effondre. Cependant, je dirais que cette négociation politique qui a lieu à Washington vous donne une indication que le premier ministre Netanyahou cherche une issue au conflit avec le Liban plutôt qu'une opération terrestre massive. Je souhaite revenir dans quelques minutes sur les propos du président Trump demandant à Israël de maintenir le cessez-le-feu et de ne pas frapper le Liban. Mais d'abord, le premier ministre Netanyahou insiste pour que les troupes israéliennes restent au sol au Liban. Ils y ont une zone tampon d'environ 10 km. Le premier ministre Netanyahou a également déclaré que le Hezbollah devait être désarmé. Regardons cet extrait. Nous avons l'occasion de conclure un accord de paix historique avec le Liban. Le président Trump souhaite m'inviter, ainsi que le président du Liban, pour faire avancer cet accord. Cette opportunité existe parce que, depuis la guerre du renouveau, nous avons fondamentalement changé l'équilibre des forces au Liban. J'ai apprécié cette proposition et j'ai accepté une pause, ou plutôt un cessez-le-feu temporaire de 10 jours, afin d'essayer de faire avancer l'accord dont nous avons commencé à discuter lors de la réunion des ambassadeurs à Washington. Nous restons au Liban dans une zone de sécurité renforcée, différente des 5 points d'avant l'élargissement des villes. C'est une zone de sécurité qui commence à la mer et se poursuit jusqu'à Radoub et les abords du Hermon, jusqu'à la frontière syrienne. Une zone de sécurité d'une épaisseur de 10 km, qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus continue et beaucoup plus solide que ce que nous avions auparavant. Alex, encore une fois, le premier ministre Netanyahou dit que la logique du silence contre silence n'a plus cours. Ce n'est plus vraiment le cas. Les troupes israéliennes restent au sol au Liban.
D'accord. Si vous pensez aux objectifs d'Israël dans ses opérations au Liban, vous avez entendu beaucoup de discours de la part de l'armée, des dirigeants du Nord et d'autres responsables politiques, affirmant que l'objectif d'Israël devait être de prendre toutes les terres entre sa frontière et le fleuve Litanie. Eh bien, Israël l'a fait. Ils ont tout pris. Encore plus que cela, ils ont démoli la plupart des habitations entre la frontière israélienne et le fleuve Litanie, créant ainsi une immense zone tampon. Dans certains cas, on parle de 10 kilomètres et dans d'autres cas, même beaucoup plus que cela, créant presque une nouvelle frontière entre Israël et le Liban. Israël cherche à conserver et à maintenir cette zone qu'ils ont essentiellement rasée comme une zone tampon étendue. La dernière fois qu'Israël a instauré ce cessez-le-feu en novembre 2024 avec le Liban, ils ont accepté de maintenir 5 points stratégiques dans le sud du Liban pour empêcher le réarmement du Hezbollah dans cette région. Maintenant, qu'avons-nous constaté? Ils avaient ces 5 points stratégiques, mais il y a eu un mouvement d'armes et d'autres équipements des agents du Hezbollah vers le sud du Liban. Ce que Netanyahou a fait ici, c'est dire non, ce n'est pas le cas. La situation est que Tsahal contrôle tout le territoire derrière ce qu'il a appelé une ligne jaune. Et c'est une terminologie similaire à celle que vous avez à Gaza, où la ligne de démarcation entre la zone contrôlée par le Hamas, 47% de Gaza que le Hamas contrôle, et les 53% de Gaza qu'Israël contrôle, est délimitée par une ligne jaune. Donc maintenant, vous avez une autre ligne jaune dans le sud du Liban et c'est un signe fort qu'Israël ne va pas quitter cette zone à court terme. Et Israël ne parle pas de quitter cette zone à court terme. Donc maintenant, ils ont ce territoire. Et regardez ce que le Hezbollah a fait. Ils se sont déplacés vers le nord. Ils ont dû se déplacer vers le nord parce qu'ils savaient que l'objectif d'Israël était d'atteindre jusqu'au fleuve Litanie. Et dans de nombreux cas, ils sont implantés dans des localités comme Bin Sheba et dans une ville comme Beyrouth. Et je pense qu'il est peu probable qu'Israël parcourt tout Beyrouth pour essayer de trouver le Hezbollah. Dans cet environnement urbain très densément peuplé, dans ce qui est censé être un pays souverain, Alex, je veux revenir sur ces propos du président Trump reçus juste avant le Shabbat vendredi en Israël, affirmant qu'Israël n'avait pas le droit de bombarder les positions du Hezbollah au Liban. Des rapports non vérifiés sur les réseaux sociaux suggèrent qu'il aurait nuancé ses propos, affirmant qu'Israël pourrait réagir si le Hezbollah attaquait. Je ne peux pas le confirmer. Que pensez-vous de cette déclaration publique? Le président des États-Unis a déclaré sur son réseau Truth Social, Israël, vous n'avez pas le droit de frapper le Hezbollah. Eh bien, tout d'abord, encore une fois, ces commentaires ont été faits après qu'il y ait eu un accord sur un cessez-le-feu annoncé entre le Liban et Israël. Donc, ce n'est pas que Donald Trump dit, en plein milieu d'une campagne de bombardement, qu'Israël doit s'arrêter tout d'un coup. Ils n'ont plus le droit de bombarder. Israël avait déjà accepté un cessez-le-feu et ensuite le président Donald Trump s'est mis à fanfaronner. Et je pense que ce qu'il fait, c'est montrer aux Iraniens qu'il peut retenir Israël, n'est-ce pas? Et je pense que pour Israël, ce n'est pas une mauvaise position. C'est une position du genre « retenez-moi, je suis prêt à y aller ». Donc Donald Trump dit « non, je les retiens », mais il ne les retient que pendant 10 jours, n'est-ce pas? Il y a un cessez-le-feu de 10 jours. Maintenant, je pense qu'il y a de fortes chances que ce cessez-le-feu avec le Liban soit prolongé. Mais en ce qui concerne ce que Donald Trump a dit et l'engagement d'Israël, on parle seulement d'une période de 10 jours. Maintenant, Israël a également déclaré qu'il se réserve le droit de frapper s'il observe des mouvements terroristes ou s'il y a une menace imminente. Nous avons aussi vu des responsables américains contredire le président Donald Trump en affirmant que oui, ce sont bien les termes du cessez-le-feu. Si le Hezbollah prend des mesures qu'Israël considère comme une violation de sa sécurité ou de sa défense, Israël attaquera dans ces cas-là. Mais ce qu'Israël ne fera pas, c'est lancer une vaste campagne aérienne offensive, comme celle que nous avons vue juste avant le cessez-le-feu. Quand Israël a frappé plus de 170 cibles en 10 minutes, ce qui a été la plus grande campagne aérienne en si peu de temps qu'Israël ait jamais lancée, à mon avis. Donc Trump dit en gros qu'Israël ne peut plus faire ça. Si le Hezbollah approche la frontière, Israël frappera à coup sûr pour défendre ses intérêts sécuritaires. Donc, nous avons ce cessez-le-feu, Alex. Cela dit, le chef d'une des municipalités à la frontière nord a déclaré que cela ne devrait pas arriver. Il a qualifié cela de peine de mort en attendant le prochain massacre. Il y a eu cela aussi. En fait, 2 soldats israéliens ont été tués.
L'un vient d'être annoncé il y a quelques minutes, l'autre au cours du week-end. Adjudant Barak Kalfon, 40 ans, soldat de la brigade des parachutistes. Donc il y a un cessez-le-feu. 2 soldats tout de même. Ils ont dit que 2 soldats ont été tués pendant le week-end, probablement en passant sur une mine qui avait été posée pour le cessez-le-feu. Donc, c'est quelque chose que nous devons vérifier. Et je pense que cela fait partie de la réflexion ici. D'une part, comme vous l'avez mentionné, il y a des dirigeants dans le nord dont les villes ont été complètement bombardées et ils ne veulent plus que le Hezbollah existe. Maintenant, ce que le premier ministre Netanyahou a fait, c'est qu'il a exposé le fait qu'avant cette guerre, le Hezbollah possédait environ 150 000 roquettes et missiles qui auraient pu frapper l'ensemble de l'État d'Israël. Et ils ont été réduits d'environ 90% selon les estimations israéliennes. Ils ont été repoussés de la frontière israélienne où ils constituaient littéralement une menace. Potentiellement pour traverser la frontière avec les terroristes Radwan et mener une attaque du type de celle du 7 octobre contre ces communautés du Nord. Maintenant, il n'existe plus nulle part près de la frontière entre le Liban et Israël et ces villages locaux qui se trouvaient dans le sud du Liban. Tsahal entrait dans ces maisons et ils découvraient qu'en gros, chaque maison était utilisée comme entrepôt pour des fusils d'assaut, des RPG, des missiles anti-chars, et donc Israël a rasé ces maisons. Donc, il n'y a plus cette menace où l'on pouvait avoir des missiles anti-chars, des RPG, des frappes directes sur ces villes depuis la frontière. À ce stade, Israël ne va pas entrer dans Beyrouth et commencer à fouiller maison par maison. C'est une situation différente de celle que l'on trouve dans la bande de Gaza. À Gaza, l'ensemble de la bande est contrôlé par le Hamas, une organisation terroriste. Au Liban, le pays est censé être souverain. Maintenant, cette souveraineté a été violée, mise sous la coupe du Hezbollah. Le Hezbollah fait partie de la structure gouvernementale, mais il n'en constitue pas l'ensemble. Le président du Liban n'est pas membre du Hezbollah. Le premier ministre du Liban n'est pas lié au Hezbollah. En fait, le Liban est un pays où la population est presque divisée en 3. Un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites et un tiers de chiites. Maintenant, les chiites soutiennent le Hezbollah. Les sunnites ne soutiennent pas le Hezbollah. Et les chrétiens ne soutiennent probablement ni les sunnites ni les chiites à l'intérieur du Liban. Donc ce pays veut se débarrasser du Hezbollah. Il veut désespérément écarter le Hezbollah de la vie politique. Ils ne veulent pas que le Hezbollah soit une force militaire à l'intérieur du Liban, parce que qu'est-ce que cela implique? Cela menace la sécurité de leur pays, parce que si le Hezbollah attaque Israël, Israël va pilonner le Liban. Et donc, maintenant, il y a aussi cette question concernant les discussions sur le cessez-le-feu, dans lesquelles Israël déclare un cessez-le-feu avec le Liban, mais le Liban, en tant qu'entité, n'attaque pas Israël. C'est le Hezbollah en tant qu'entité qui attaque Israël, et le Hezbollah en tant qu'entité n'est pas parti au cessez-le-feu. Donc, Alex, c'est vraiment la question. Vous savez, depuis 20 ans, le gouvernement libanais a échoué ou a décidé de ne pas désarmer le Hezbollah. Pensez-vous que dans ce nouveau scénario, où Israël parle directement au Liban, encore une fois, un cessez-le-feu ne signifie pas qu'il sera permanent, mais pensez-vous que le gouvernement libanais a changé de position? Ils prendront réellement les mesures nécessaires contre le Hezbollah après 20 ans. Je parle de la fin de la deuxième guerre du Liban. Ils étaient déjà censés s'occuper du Hezbollah. Ils ne l'ont pas fait. Eh bien, il est évident que le gouvernement libanais n'a pas la capacité de écarter le Hezbollah, n'est-ce pas? Ils veulent être la seule force militaire. Ils veulent éviter d'avoir affaire à un Hezbollah plus puissant que l'armée, mais ils n'ont pas les capacités pour le faire. Maintenant, nous avons entendu les déclarations du président Aoun qui parle du fait qu'Israël viole la souveraineté du pays par ses attaques là-bas. Mais en réalité, ce qu'Israël fait est une faveur immense au Liban en affaiblissant le Hezbollah, en créant les conditions permettant au gouvernement libanais d'entrer même en négociation avec Israël. En fin de compte, Israël rend un immense service au Liban. Et il donne aux chrétiens qui contrôlaient autrefois le Liban. Comme dans beaucoup d'autres régions du Moyen-Orient, le Liban était contrôlé par les chrétiens. L'occasion, en quelque sorte, de remettre leur pays sur la bonne voie. Mais je pense qu'il y a ici une opportunité historique pour une forme de paix. Et ce serait le 3e accord de paix formel avec un pays voisin d'Israël. Israël a un accord avec la Jordanie signé en 1993 ou 1994. Ils ont l'accord qui a été signé avec l'Égypte en, je crois, 79. Oui.
Et maintenant, nous voyons la possibilité d'un accord avec le Liban. Et il y a aussi la possibilité d'un accord avec la Syrie. Donc, il se pourrait qu'Israël ait en fait des accords avec ses 4 voisins. En fait, Israël a déjà un accord avec l'autorité palestinienne qui est l'accord d'Azo. Donc, toutes ces personnes qui suggèrent qu'Israël est un pays belliciste, en réalité, Israël poursuit la paix, mais il le fait en affaiblissant les organisations terroristes qui menacent cette paix. En fait, au cours des derniers jours, Alex, j'ai vu en ligne des chrétiens du Liban et d'autres endroits remercier Israël pour avoir frappé dans ce pays en ciblant le Hezbollah. Tout comme nous avons vu de nombreux Iraniens se tourner vers les réseaux sociaux et manifester en faveur d'Israël. Donc, je suppose que nous voyons cela maintenant aussi au Liban. Et il y a maintenant ces discussions en cours entre l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, ainsi que l'ambassadeur du Liban aux États-Unis. Et Leiter a déclaré qu'il pense qu'il pourrait falloir 2 à 3 mois pour parvenir à un accord formel qui inclurait une reconnaissance des frontières et d'autres questions. Il pense qu'en gros, le Liban et Israël ont un cadre de base pour leurs discussions. Et évidemment, les détails doivent encore être réglés. Donc, je pense que cela rend très probable que le premier ministre Netanyahou va poursuivre une paix à long terme avec le Liban et essayer de tourner la page de cette guerre. Mais la doctrine militaire d'Israël n'est plus la même qu'avant le 7 octobre. Israël ne va pas partir la queue entre les jambes comme il l'a fait dans le passé lorsqu'il s'est retiré du Liban dans les années 80, ainsi que lorsqu'il s'est retiré du Liban en 2006. Je pense qu'Israël va maintenir une présence sécuritaire très forte dans le sud du Liban, probablement pour toute la durée. Mais il pourrait quand même y avoir cette opportunité de signer un accord majeur, ce qui serait une victoire pour le premier ministre Netanyahou et pour le président Trump. Je pense que ce serait aussi bénéfique à long terme pour le Liban. Alex, donc ce cessez-le-feu avec le Liban doit expirer, je crois, ce jeudi, mais un jour avant, ce mercredi marque la fin de la période de 2 semaines pendant laquelle Israël, l'Iran et les États-Unis ont accepté un cessez-le-feu. Au cours des dernières 24 à 48 heures, l'Iran a décidé de fermer, une fois de plus, le détroit d'Ormuz. J'ai en fait entendu un extrait audio de l'Iran qui aurait attaqué plusieurs navires venant d'Inde, je crois, qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la semaine, les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient bloquer tout le trafic maritime en provenance d'Iran, donc il y a une sorte d'impasse là-bas. Je veux passer à cet extrait du président Trump disant que Téhéran a joué un peu au malin ce week-end en bloquant le détroit d'Ormuz. Ils ont joué un peu au malin, comme ils le font depuis 47 ans. Ils voulaient refermer le détroit à nouveau, vous savez, comme ils le font depuis des années. Ils ne peuvent pas nous faire chanter. Ils ont agi en toute impunité pendant 47 ans, ils ne s'en sortiront plus. D'accord. Donc voilà le président Trump qui dit, en le formulant de façon très légère et modérée, que l'Iran joue un peu au malin. Le cessez-le-feu expire mercredi. Le président a souvent changé d'avis avec des messages contradictoires. Récemment, il affirme que les discussions avec les Iraniens avancent bien. Il affirme, comme Trump l'a déjà fait, qu'un retour à la guerre est possible. Voici la situation actuelle, avec l'Iran ayant bloqué le détroit ce week-end. Eh bien, analysons cela. Tout d'abord, on voit la désinformation constante de Trump et des médias, toujours destinée à prendre tout le monde au dépourvu, surtout les médias. Il fait en sorte que les médias restent suspendus à chacune de ses paroles. Et c'est ce qui fait de lui le principal influenceur dans le monde aujourd'hui. Il disait il y a 2 semaines, « Je vais vous bombarder sans retenue et vous ramener à l'âge de pierre. » Et puis d'un autre côté, aujourd'hui, il dit, vous savez, ils font les malins en bloquant le détroit d'Ormuz. Maintenant, quand l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, des gens qui ne soutiennent pas la guerre en viennent à dire que le président Trump ne s'était pas rendu compte qu'ils allaient bloquer le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont roulé le président des États-Unis dans la farine ici. Maintenant, c'est insensé parce que n'importe quel expert qui analyserait ce qui pourrait se passer en cas de guerre entre l'Amérique et l'Iran vous dirait que la première chose, c'est que l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz. Maintenant, le président dit « D'accord, vous voulez bloquer le détroit d'Ormuz, eh bien, je vais imposer un blocus naval sur le détroit d'Ormuz. » Et ce que cela fait, c'est que ça empêche les navires iraniens de prendre du pétrole en Iran et de l'exporter vers les membres de l'axe iranien
la Chine, la Russie, d'autres pays, partout où ils veulent envoyer du pétrole. Et donc, Trump interdit désormais toute exportation et toute importation. Il impose donc un blocus contre le blocus. Vous entendez des gens dire que Trump a surpassé les Iraniens. Tous ces scénarios avaient été prévus. Évidemment, les deux choses que le président Trump a dit devoir se produire immédiatement. Enfin, disons trois choses. La première est l'engagement à ne pas poursuivre l'acquisition d'armes nucléaires. La deuxième chose concerne l'uranium qui a déjà été enrichi en Iran et auquel les États-Unis veulent avoir accès. Cela n'a pas besoin d'être obtenu par la force. Cela peut se faire en douceur, disons. Il faut que ce soit fait avec précaution et sensibilité. Il s'agit de matières radioactives et il y a beaucoup de difficultés. Du matériel complexe qui doit être acheminé sur place pour démanteler cet uranium enrichi. Il faut le geler, le faire fondre, l'extraire, le détruire sur place. Il y a différentes façons de le faire. Et la troisième, bien sûr, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Je pense que si vous ne voyez pas de progrès concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz et une volonté de l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, ses missiles balistiques, il se peut que les combats reprennent ici. Maintenant, il y en a aussi d'autres qui disent cela et nous repensons à ce navire indien qui a été attaqué. Selon les enregistrements, ils ont dit « Vous aviez dit que nous pouvions passer et maintenant vous nous tirez dessus. » Nous ne serions pas passés si vous ne nous l'aviez pas dit. Reculez, on repart, tout ce que vous voulez, mais c'est vous qui nous avez fait passer et maintenant vous tirez sur nous. Donc, certaines personnes affirment que ceux qui mènent les négociations n'ont en réalité pas le contrôle du détroit d'Ormuz. Et c'était l'une des choses auxquelles j'ai pensé et j'ai dit la semaine dernière que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles on entre dans un cessez-le-feu à ce stade pour voir si les personnes avec qui on discute sont réellement aux commandes. Donc, il y a des indications ici que ce qui reste du CGRI est fortement fragmenté. Et c'est en fait un bon signe. Si vous voulez aller vers un changement de régime en Iran, ce que vous voulez voir, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle consolidé. Si vous voyez que différentes factions opèrent de manière indépendante, eh bien cela indique moins de stabilité, moins de contrôle, et cela peut offrir plus d'opportunités pour réellement démanteler ce qui reste du régime. Je veux revenir sur la question de l'uranium enrichi. Le président a dit que peut-être les États-Unis avec l'Iran iraient ensemble sous ces montagnes que les États-Unis ont frappées. Apparemment, il y a de l'uranium enrichi très profondément sous ces montagnes. Le président a suggéré qu'avec l'Iran, les deux pays pourraient chercher l'uranium enrichi, puis les États-Unis l'extrairaient. Voyons cet extrait. Quelqu'un a demandé « Comment récupérerons-nous la poussière nucléaire ? Nous irons avec l'Iran, accompagnés de nombreuses escortes. Nous le ferons ensemble. » Nous allons la ramener aux États-Unis. Donc tu penses que c'est un scénario possible? Peux-tu imaginer l'armée américaine et l'armée iranienne ensemble, après tout ce qui s'est passé, allant conjointement récupérer l'uranium? S'il y a un accord trouvé entre les États-Unis et l'Iran, je pense que ce serait l'une des exigences. Et évidemment, les États-Unis préféreraient intervenir pacifiquement et retirer l'uranium plutôt que d'y aller par la force pour le retirer. Donc, vous savez, cela montre simplement qu'il reste encore beaucoup d'étapes à franchir ici avant que toute cette situation ne soit désamorcée, sans jeu de mots. Et cela inclut l'ouverture des détroits. Cela inclut la récupération de l'uranium. Et pour Israël, ce qu'ils aimeraient voir, évidemment, c'est le démantèlement complet du régime. Maintenant, les États-Unis n'ont jamais dit que c'était leur objectif. Bien sûr, ils ont approuvé qu'Israël frappe le guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que plusieurs autres membres de l'appareil iranien, y compris Ali Larijani, les chefs des gardiens de la révolution et d'autres. Donc, il semble qu'ils approuvent l'objectif israélien de changement de régime, mais ils n'en ont pas fait leur propre objectif. Peut-être que pour les États-Unis, c'était malin, car en cas d'échec du changement de régime, ils pouvaient dire que ce n'était pas leur objectif, mais celui d'Israël. Vous avez entendu le chef du Mossad, David Barney, dire qu'Israël prévoit de déstabiliser davantage le régime.
Reste à savoir comment procéder. Et ce que nous avons vu, encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas neutraliser des positions de mitrailleuses au sol avec des F-35. Nous avons vu à quelques occasions des drones israéliens frapper des postes de contrôle assiégés. Ce sont des armes beaucoup plus petites. Donc peut-être qu'Israël a des plans pour que si à l'avenir le peuple iranien recommence à manifester, il puisse envoyer des drones et frapper ces postes de contrôle assiégés. De plus, nous nous souvenons que le président a fait une déclaration énigmatique sur une tentative d'introduction d'armes en Iran, échouée car ceux, probablement les Kurdes irakiens, n'ont pas transféré ces armes. Donc, il se peut que vous essayiez de semer la méfiance et de provoquer des troubles à l'intérieur de l'Iran en armant des membres de l'opposition, ce qui serait le seul moyen de faire tomber ce régime. Donc, vous savez, l'histoire n'est certainement pas terminée, mais vous voyez, je pense que le président des États-Unis cherche des moyens de sortir de la partie militaire du conflit. Maintenant, bien sûr, ce dont nous venons de parler concernant ce que l'Iran fait à ses navires et ce que le président Trump dit, c'est que l'Iran essaie de jouer au plus malin. Cela pourrait entraîner une nouvelle escalade ici. Donc, je pense vraiment qu'il y a une certaine probabilité, une forte possibilité d'une nouvelle escalade ici. Et je ne sais pas à quoi pourrait ressembler cette nouvelle escalade, que ce soit les États-Unis prenant l'île de Kharg au cœur du Golfe Persique ou d'autres frappes juste pour prouver une fois de plus que les États-Unis sont sérieux. Rappelez-vous, les États-Unis ont un dispositif militaire très, très important au Moyen-Orient. L'USS Gerald Ford, qui avait été retiré du service après un incendie dans la buanderie survenue à bord du navire et avait dû subir des réparations, revient maintenant dans la région. Donc, il va y avoir 3 groupes aéronavals américains dans la région, peut-être jusqu'à 10 000 Marines ou plus, comme nous l'avons vu. Donc, les États-Unis restent prêts à frapper. Il pourrait y avoir une nouvelle salve, mais je pense que nous nous dirigeons vers une stratégie de désescalade. Il se pourrait que vous deviez encore faire monter la tension une fois avant de pouvoir enfin la faire retomber. Comme tu l'as dit, Alex, cela fait partie de la diversion de Trump. Je veux que les gens le voient par eux-mêmes. Tout d'abord, voici un extrait du président Trump disant que les bombes pourraient recommencer à tomber. Regardons cet extrait. Si aucun accord n'est trouvé d'ici mercredi à la fin du cessez-le-feu, allez-vous le prolonger ou reprendre les attaques? Peut-être que je ne le prolongerai pas, mais le blocus va rester. Peut-être que je ne le prolongerai pas. Il y a un blocus, donc malheureusement, nous devrons recommencer à larguer des bombes. Donc vous avez cet extrait du président Trump. Et passons tout de suite à des commentaires qu'il a fait plus tôt dans la semaine où il disait que l'Iran veut vraiment conclure un accord. Je peux vous dire que nous avons été contactés par l'autre camp. Ils aimeraient vraiment conclure un accord. Vous avez dit que c'était à propos du nucléaire. C'était à propos du nucléaire. Très similaire. Oui, très bien. Je suppose que vous écoutez. C'est parce qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. L'Iran, notez-le bien, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Je pense qu'ils accepteront cela. J'en suis presque sûr. En fait, j'en suis sûr. S'ils n'acceptent pas, il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura jamais d'accord. Alors, Alex, voilà le président Trump qui dit récemment que les bombes pourraient recommencer à tomber. Mais plus tôt dans la semaine, tu avais le président Trump qui parlait d'une possible prolongation du cessez-le-feu, peut-être même pas nécessaire, puisque la guerre pourrait complètement se terminer. Eh bien, rappelle-toi simplement que nous avons 2 cas récents où le président est entré en négociation avec l'Iran. La première s'est terminée avec une frappe d'Israël en juin. C'était la guerre de 12 jours, l'opération Rising Lion, qui a été suivie et conclue par l'opération Marteau de minuit des États-Unis et le bombardement du réacteur nucléaire de Ford ainsi que de Natanz. Il y a environ 7 semaines, il y a eu cette négociation où le président a dit que les Iraniens avaient 10 jours pour parvenir à un accord et ils ne sont pas parvenus à un accord. Et ensuite, les États-Unis lancent l'opération Fureur épique. Maintenant, le président déclare que les Iraniens ont 14 jours. Nous avons vu comment J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, est allé au Pakistan pour négocier. Il est revenu déçu. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que le président ne prolonge pas le cessez-le-feu, à moins qu'il n'ait une bonne raison, à moins qu'il ne sente que vous avez juste besoin de quelques jours de plus, peu importe, pour parvenir à un accord. Je pense qu'il y a de fortes chances que le président doive montrer qu'il est prêt à reprendre les combats. Maintenant, je pense que pour de nombreuses raisons différentes, comme nous l'avons mentionné, le président aimerait sortir de la partie militaire de ce conflit. Je pense que dès le début, il envisageait peut-être une période de 4 à 6 semaines où
une campagne aérienne à l'intérieur de l'Iran. Cela ne veut pas dire que la campagne était limitée dans le temps. Il y a des objectifs. Et si les objectifs sont atteints un peu plus rapidement, alors cela se termine plus tôt. Si les objectifs prennent un peu plus de temps, cela peut durer plus longtemps. En même temps, ici, si l'Iran ne veut pas prendre le président au sérieux, la seule façon que le premier ministre Netanyahou a trouvé pour négocier, c'est sous le feu. Donc, peut-être que ce concept de pause afin de parvenir à un accord n'est pas vraiment la bonne méthode. La seule façon de vraiment amener les gens à faire ce que vous voulez, c'est sous le feu. Donc, quand il dit que l'Iran veut vraiment un accord, oui, il voulait vraiment un accord quand ils étaient bombardés. Dès que vous arrêtez, vous donnez en fait beaucoup plus de levier aux Iraniens parce qu'ils parient que vous ne voulez plus vous battre. Alex, discutons de la relation entre les États-Unis et Israël. Vous savez, toi et moi avons souligné tout au long de cette période, tout au long de la guerre, qu'il n'y a aucune divergence entre les deux pays. Le président Trump a adressé de vifs éloges à l'État d'Israël ce week-end, disant qu'Israël est courageux, audacieux et fidèle. Le CENTCOM aux États-Unis a également déclaré qu'il n'y avait pas de meilleur partenaire qu'Israël dans ce combat. Regardons cet extrait. Aucun partenaire n'a été meilleur qu'Israël. Ensemble, les 4 meilleures forces aériennes du monde, l'armée de l'air israélienne, l'armée de l'air américaine, ainsi que les forces aériennes de la marine américaine et du corps des Marines américains, ont atteint et dépassé à plusieurs reprises nos propres objectifs militaires. J'ai rencontré 2 fois le chef d'état-major israélien ces 2 dernières semaines pour garantir notre alignement, ce qui est le cas. Alex, voilà un éloge appuyé des plus hauts niveaux du gouvernement et de l'armée des États-Unis envers l'État d'Israël. Eh bien, Brad Cooper, qui dirige le CENTCOM, le général qui dirige le CENTCOM, est vraiment un allié exceptionnel de l'État d'Israël. Il a été incroyable. Son prédécesseur, Karia, était aussi incroyable. Et c'est le CENTCOM qui apprécie en réalité le plus la valeur qu'Israël apporte aux États-Unis parce que ce sont eux qui traitent les renseignements qu'Israël transmet. Regardez ce qui se passe en Europe en ce moment. Le président ne cesse de montrer à quel point il est mécontent des Européens. Il n'autorise même pas les États-Unis à utiliser les bases aériennes qu'il finance sur le sol de pays comme l'Espagne et ailleurs. Vous avez vu le Royaume-Uni hésiter avant d'autoriser les États-Unis? Vous avez vu le Royaume-Uni hésiter avant d'autoriser les États-Unis à utiliser Diego Garcia et d'autres bases aériennes. Et vous voyez qu'Israël joint vraiment le geste à la parole. Brad Cooper le reconnaît. Je pense que le président des États-Unis reconnaît vraiment que, qu'on aime Israël ou non, Israël s'est avéré être un allié formidable des États-Unis d'Amérique. Et je me souviens que c'est quelque chose que l'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis, Ron Dermer, a répété encore et encore. Il a dit que les gens puissent le croire ou non qu'Israël sera là. La prochaine décennie, et il disait cela déjà il y a des années, qu'Israël sera le meilleur allié que les États-Unis auront. Et je veux aussi examiner l'aide militaire, et nous en parlerons dans un instant. Mais vous savez, les gens se plaignent de l'aide militaire que les États-Unis ont accordée à Israël au fil des années. Voyez ce qu'Israël a accompli grâce à cette aide. Les États-Unis donnent des milliards de dollars à d'autres pays qui n'améliorent pas leur position économique et stratégique avec ces fonds. Ici, Israël, oui, ils ont reçu de l'argent des États-Unis pour une aide militaire, mais qu'ont-ils fait? Ils sont devenus une puissance de premier plan. Quand les États-Unis appellent à la guerre, Israël est toujours prêt à intervenir à leur côté. Et vous voyez, le président félicite Israël pour sa volonté de risquer ses propres pilotes, de risquer son propre matériel et de faire ce qu'il faut. Israël ne se contente pas de laisser les États-Unis faire le sale boulot. Israël retrousse ses manches. Brad Cooper a été un allié formidable pour l'État d'Israël. Il le reconnaît aussi. Parlons de cette aide, notamment des armes pour Israël. Le Sénat américain a rejeté cette semaine une proposition de blocage de la vente d'armes lourdes à Israël. Beaucoup de gens disent que la plus grande nouvelle ici, même si la proposition a été bloquée, c'est qu'un nombre record de 40 sénateurs démocrates ont soutenu l'arrêt de la vente d'armes à Israël. Vous parlez de bulldozers blindés, de bombes lourdes et d'autres équipements.
Que pensez-vous du fait qu'il y ait maintenant 40 sénateurs démocrates qui disent vouloir arrêter certaines aides à Israël? Eh bien, il ne s'agit pas d'une aide à Israël. Nous ne parlons pas d'une aide militaire à Israël. Nous parlons de vente d'armes. Donc, c'est quelque chose de très différent, n'est-ce pas? Il y a probablement un débat légitime à ce stade, surtout après qu'Israël a prouvé à quel point il est puissant. On pourrait dire, d'accord, Israël n'a pas besoin d'aide militaire. Ils n'ont pas besoin que 3,8 milliards de dollars passent des caisses américaines à Israël. Il faut savoir que la totalité des 3,8 milliards de dollars est dépensée aux États-Unis pour de l'équipement américain. Équipement, c'est un point très important. Donc, c'est une subvention directe aux entreprises de défense américaines. Mais même si vous voulez dire qu'Israël n'a pas besoin de cette subvention, Israël devrait acheter aux États-Unis. D'accord, laissez Israël utiliser son propre argent et acheter des armes aux États-Unis. Ici, vous avez 40 sénateurs démocrates. Et rappelez-vous que le Parti démocrate, c'était eux, pendant de très nombreuses années, qui étaient le parti pro-Israël. Beaucoup de Juifs américains étaient libéraux et considéraient les démocrates comme les fervents soutiens d'Israël. On a toujours pensé que les républicains ne seraient jamais des soutiens fidèles d'Israël. Et comme la tendance s'est inversée, même si on commence à voir un certain retour en arrière, mais 40 de ces sénateurs disent que nous ne devrions même pas vendre d'équipements militaires à Israël. Et quand on parle du type d'équipement militaire en question, eh bien, une partie concerne des bombes lourdes. D'accord, on parle de 12 000 bombes lourdes qui pèsent 450 kilos chacune. Mais ensuite, il s'agit aussi de la vente de bulldozers D9. Vous dites que des bulldozers ont été utilisés à Gaza pour raser des maisons. Donc, nous n'allons pas vendre. Nous n'allons pas permettre à Israël d'acheter des bulldozers aux États-Unis. D'accord, donc c'est effrayant. Et ce que vous voyez, c'est que nous avons vu Jake Sullivan. Je ne sais pas si nous avons l'extrait où il dit qu'il pensait que ces 40 sénateurs démocrates ont pris la bonne décision. En fait, j'ai parlé à plusieurs membres qui réfléchissaient à leur vote sur ces résolutions, que la situation actuelle, après la rupture du cessez-le-feu en mars, signifie qu'un vote pour refuser des armes à Israël est une position totalement crédible. C'est une position que je soutiendrai. C'est le principal argument parmi les démocrates maintenant que Netanyahou a entraîné le président Trump dans la guerre. Donc, si vous n'approuvez pas que le président Trump soit entraîné dans la guerre, alors vous ne devriez pas soutenir le fait de fournir des armes offensives au pays qui a entraîné les États-Unis dans la guerre. Même pour les bulldozers, vous ne devriez pas soutenir ça. C'est une situation vraiment inquiétante. Et c'est la preuve, une fois de plus, qu'Israël doit premièrement faire des réserves autant qu'ils le peuvent. C'est une chance pour Israël. Je crois que c'était 63 sénateurs qui ont voté pour autoriser la vente. Ils ont bloqué cette proposition ou mis leur veto à cette proposition, annulé cette proposition pour empêcher la vente d'armes à Israël. Il y a 40 sénateurs contre la vente. 7 sénateurs, dont John Fetterman, ont voté pour la poursuite des ventes d'armes à Israël. Et puis, il y avait, je crois, quelque chose comme 63 républicains, c'est bien ça? Ça me semble correct. Qui, vous savez, disaient que vous pouviez autoriser ces ventes d'armes à Israël. Donc, Israël, ce qu'ils doivent faire pendant cette période où le Sénat, le Congrès et l'administration soutiennent encore Israël, on parle d'une période d'environ 2 ans et demi. Faites des réserves, faites-en autant que possible, remplissez les stocks et les caches pour la prochaine guerre parce que vous en aurez besoin à un moment donné. Et en même temps, développez les capacités aussi vite que possible pour les armements, même pour la défense antimissile, même pour les bulldozers. Vous devez trouver comment obtenir cet équipement auprès d'autres pays, que ce soit en Inde, en Afrique ou partout où vous pouvez l'obtenir. Parce que vous ne pouvez pas compter sur les États-Unis à long terme, non seulement pour fournir une aide militaire à Israël, mais même potentiellement pour vendre des armes à Israël. Alex, je veux juste me concentrer sur ces 40 sénateurs démocrates. Je dirais que ces sénateurs mettent littéralement des vies en danger, à savoir celles des soldats de Tsahal israéliens. Ils disent en gros qu'ils ne vont même pas vous donner de bulldozers pour effectuer la démolition nécessaire des bastions terroristes là-bas, des bâtiments à Gaza. Ils disent en gros qu'ils préfèrent que vous mettiez vos soldats en danger. C'est inacceptable d'en être arrivé là. Je pense qu'ils mettent aussi l'Amérique en danger. Parce que si vous avez le président des États-Unis, Brad Cooper, Pete Hegseth et d'autres qui disent que Israël est le meilleur allié que l'Amérique puisse avoir, d'accord, cela inclut le partage de renseignements.
Cela inclut le fait de se tenir côte à côte, de voler côte à côte avec l'armée de l'air américaine. Si les États-Unis se retournent contre Israël et disent « Hey, on ne veut même pas vous vendre sur le marché ouvert », alors qu'Israël dit qu'ils sont prêts à acheter et à être un excellent client, eh bien cela va ruiner l'alliance. Et je pense que ces sénateurs démocrates savent que le but est de ruiner l'alliance américaine avec Israël. Si vous privilégiez l'Amérique, vous souhaitez des alliés. L'Europe ne prouve plus qu'elle est une alliée des États-Unis. Nous le voyons. Nous en parlerons dans une minute. Oui, nous devrions en parler, oui. Mais vous savez, l'Amérique d'abord, ce n'est pas l'Amérique seule. Si l'on pense que l'Amérique seule signifie l'Amérique d'abord, cela pourrait rendre les États-Unis bien seuls dans le monde. Donc, vous parlez ici de l'Italie et de l'annulation d'un protocole d'accord signé en 2003 avec Israël. L'accord prévoyait un cadre pour la coopération dans l'industrie de la défense et la politique d'approvisionnement, l'importation, l'exportation, le transit de matériel militaire de défense. L'Italie, sous la première ministre Giorgia Meloni, annonce qu'elle ne renouvellera pas ce protocole d'accord avec Israël. Ils attendent leur tour. Eh bien, il y a des questions sur ce que cela signifie réellement en pratique. Je veux dire, la déclaration est très audacieuse et elle attire l'attention comme elle est censée le faire. Ce que Meloni a dit, ce n'est pas qu'elle a annoncé l'annulation d'un accord d'armement entre les deux pays. Elle a dit que ce qu'elle faisait, c'était de suspendre une clause du contrat qui prévoyait un renouvellement automatique du protocole d'accord. Maintenant, il y a différents rapports qui indiquent que cela vient tout juste d'être renouvelé automatiquement. Elle a dit cela, ce qui signifie que le protocole d'accord a été renouvelé. Et dans 5 ans, elle dit que cela ne sera pas renouvelé automatiquement, ce qui signifie qu'il faudra le soumettre à l'examen avant qu'il puisse être renouvelé. Donc, en pratique, il se peut qu'il n'y ait rien ici. Nous avons vu Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, répondre en disant qu'il n'y a en réalité pas d'accord concret sur les armes entre les deux pays, qu'il s'agissait simplement d'un cadre général sous forme de protocole d'accord. Et il y a eu quelques échanges entre Yair Lapid qui montre qu'Israël a perdu l'Italie en disant que l'Italie a une direction de droite en Europe et même la direction de droite en Europe se détourne d'Israël. Mais je pense que ce que vous voyez ici, c'est que Meloni, qui va bientôt faire face à des élections, essaie en fait de se tourner vers les Européens de l'Ouest, vers la France, vers l'Espagne, vers le Royaume-Uni. Parce que, comme dans beaucoup d'autres endroits, même si elle est de droite, la population n'est pas très pro-Israël. J'ai été dans les rues de Rome et j'ai vu des croix gammées sur les trottoirs. Ce n'est pas exactement un pays philosémite. Donc, Meloni est en train de changer de position et essaie de le montrer. Même avec leur déclaration, même si elle n'est pas très détaillée, elle ne sera pas le genre d'allié qu'Israël souhaite avoir en Italie. Restons en Europe. Si possible, Alex, pendant que nous enregistrions la semaine dernière, il y a eu des élections en Hongrie et Viktor Orban, le sortant, a fini par perdre cette élection. Maintenant, tu parles du plus grand allié d'Israël en Europe et la question maintenant est de savoir à quoi va ressembler cette relation maintenant qu'il y a une nouvelle direction en Hongrie. Oui, Viktor Orban était le plus grand allié de Netanyahou. Viktor Orban était aussi le plus grand allié de Trump en Europe. Peter Magyar, qui est un conservateur. Il vient du parti de Viktor Orban, bien qu'il ait déclaré qu'il ne serait pas aussi antagoniste envers l'Union européenne que Viktor Orban. Je veux dire, il était comme un candidat anticorruption, un candidat contre les monopoles, affirmant que le parti d'Orban avait en quelque sorte un monopole sur la presse et avait en quelque sorte supprimé certains des freins et contrepoids démocratiques. Mais lui-même est conservateur. Et Peter Magyar a en fait eu un appel avec le premier ministre Netanyahou juste quelques jours après son élection. Et Magyar a même prolongé. Il a invité Netanyahou à venir en Hongrie. Et vous vous souviendrez qu'après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Netanyahou s'est rendu en Hongrie pour rencontrer Viktor Orban. Et Orban a annoncé à ce moment-là que la Hongrie se retirait de la Cour pénale internationale et a promis à Netanyahou qu'il pourrait atterrir en Europe sans risque. C'est sans doute l'un des seuls endroits en Europe où Netanyahou pouvait atterrir sans risque d'arrestation. Et puis, lorsque Netanyahou est retourné de Hongrie aux États-Unis, ils n'ont pas survolé l'espace aérien d'autres nations européennes
par crainte que ces pays puissent ordonner à l'avion d'atterrir sur leur territoire. Il reste à voir si Peter Magyar sera un grand allié d'Israël. Il a répété à plusieurs reprises qu'il ne cherche pas à nuire aux relations entre la Hongrie et Israël. Et aussi, il y a une très grande communauté juive en Hongrie, la troisième plus grande de toute l'Europe. Et dans l'ensemble, c'est la communauté juive la plus en sécurité d'Europe. Nous savons que Magyar a récemment traversé le processus électoral et a eu 4 réunions avec des membres éminents de la communauté juive hongroise, promettant de protéger cette communauté et d'assurer sa sécurité. Donc, il semble que beaucoup des déclarations que Magyar fait au début montrent qu'il veut que les Juifs restent en sécurité en Hongrie. Il veut que la Hongrie continue d'être une destination pour les touristes israéliens qui souhaitent être en sécurité lorsqu'ils viennent en Europe. Et il est prêt à maintenir des relations bilatérales étroites avec l'État d'Israël. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Magyar va automatiquement opposer son veto à une législation ou à une politique anti-israélienne proposée au sein de l'Union européenne, ce sur quoi Israël pouvait compter avec Viktor Orban. Alex, ces derniers mois, nous avons beaucoup évoqué l'Iran, le Hezbollah, le Liban, mais il y a aussi un autre front dans cette guerre, Gaza. Les troupes de Tsahal contrôlent toujours environ 53% de la bande de Gaza. Des rapports cette semaine indiquent que des hauts responsables américains, des responsables officiels ont discuté directement avec le Hamas au Caire, la délégation américaine menée par Arya Lightstone, ancien principal conseiller de l'ambassadeur David Friedman en Israël. Que pouvons-nous penser de ces discussions directes entre l'organisation terroriste Hamas et les États-Unis concernant le cessez-le-feu? D'ailleurs, le Hamas affirme qu'il n'a toujours pas l'intention de se désarmer, un point dont nous parlions beaucoup alors que nous traversions les différentes phases de l'accord de cessez-le-feu. Eh bien, tout d'abord, il est intéressant de noter que ce ne sont pas Steve Witkoff et Jared Kushner qui négocient avec le Hamas ici. C'est Arya Lightstone, que nous connaissons très bien en Israël. Comme vous l'avez mentionné, il était le chef de cabinet de l'ambassadeur Friedman. Je dirais qu'il est très aligné avec les opinions de David Friedman sur Israël. Il a toujours été un ami. Je pense qu'il entretient une bonne relation avec le premier ministre Netanyahou. Peut-être que Netanyahou fait même un peu plus confiance à Lightstone à ce stade qu'à Witkoff ou Kushner. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Mais Witkoff a atténué cet aspect des négociations. Ce qui est clair, c'est que la force internationale de stabilisation ne s'est pas matérialisée. Le Hamas exige de conserver ses armes. Ils ne sont pas d'accord pour se désarmer. Mais vous voyez que sans le désarmement, il n'y aura pas de reconstruction à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est ce qu'Israël a exigé. Non seulement Gaza doit être démilitarisée, mais elle doit aussi être déradicalisée. Nous ne voyons aucun signe de cela pour le moment. Et vous avez le Hamas et le peuple de Gaza qui s'enlisent dans la catastrophe qu'ils ont provoquée avec l'attaque du 7 octobre et leur incapacité à respecter leurs obligations dans le cadre de ce cessez-le-feu en 20 points. Alors, que voyez-vous? Vous voyez Israël maintenir son contrôle sur 53% de la bande de Gaza. Pour l'instant, nous ne voyons aucun signe indiquant que le statu quo va changer. Ce qui peut arriver, et c'est ainsi que cette guerre s'est déroulée, d'accord? Nous l'avons vu de nombreuses fois où Netanyahou a ordonné aux troupes d'entrer dans une zone seulement pour suspendre les opérations dans cette zone et passer à une autre. Donc, vous pourriez être dans une situation maintenant où la guerre avec l'Iran se termine ou touche à sa fin. Le front au Liban est maintenant sous cessez-le-feu avec des discussions directes en vue d'une sorte d'accord à long terme, d'un arrangement à long terme entre Israël et le Liban. Vous pourriez voir maintenant les FDI se redéployer à nouveau vers le front de Gaza et s'attaquer au Hamas avec des troupes au sol. Et encore une fois, comme nous l'avons dit auparavant, on ne peut pas vraiment détruire des mitrailleuses avec des F-35. Donc, vous pourriez voir les FDI devoir entrer et mener une opération terrestre où ils devront s'engager dans des fusillades avec ces membres du Hamas. Maintenant, il y a de bons arguments à avancer, à savoir, ne le faites pas. Laissez le Hamas agir. Peut-être qu'il y a 10 000, 20 000 mitrailleuses s'ils veulent terroriser la population de Gaza.
Tant qu'il ne représente pas une menace directe pour le front intérieur israélien, ce qui n'est pas le cas, laissez la situation telle qu'elle. Créer une situation dans laquelle le peuple de Gaza va exiger de quitter Gaza parce que vous n'envoyez pas d'argent ni d'équipements lourds pour avancer la reconstruction de la bande tant que le Hamas reste militarisé. Et donc, au final, ce que vous voulez probablement, c'est voir des Gazaouis qui ne veulent pas vivre sous le régime du Hamas supplier de partir ou se soulever pour essayer de les déloger du pouvoir. Pourquoi Israël devrait-il risquer la vie de ses propres soldats pendant de nombreux mois, surtout que si Israël fait cela, si Israël redéploie des troupes au sol à Gaza, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir une grande diabolisation internationale d'Israël, une délégitimation d'Israël. Donc, il se pourrait très bien que maintenir le statu quo à Gaza soit le meilleur scénario possible. Nous informerons nos téléspectateurs à ce sujet. Alex, terminons l'émission de cette semaine avec de bonnes nouvelles, ce que je souhaite vraiment. Javier Milei, le président de l'Argentine, doit atterrir en Israël plus tard dans la journée. Nous sommes dimanche. Et il y a une telle énergie positive, une relation positive qu'Israël entretient avec Milei. On parle de l'ouverture de l'ambassade argentine dans notre capitale, Jérusalem. On parle aussi de la possibilité qu'El Al propose des vols directs de Tel Aviv à Buenos Aires. Il était sur Channel 14 ce week-end, Milei, parlant de cette relation incroyable et du soutien à Israël, du soutien au peuple juif. C'est vraiment un véritable ami. C'est formidable de l'avoir dans notre programme. Oui. Milei a donné une très belle interview à notre ami de Channel 14, Libya Alone, qui est leur correspondant à Washington. Milei, vous savez, c'est la deuxième fois qu'il vient en Israël depuis qu'il a également reçu le prix de la Fondation Genesis, je crois, il y a un peu plus d'un an. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Cette semaine, on voit que le président Trump parle d'Israël comme d'un, je cite, allié formidable. Dans les 48 heures qui ont précédé immédiatement le début de cette guerre, il y a environ 7 semaines, nous avons eu le Premier ministre Narendra Modi d'Inde qui est venu en Israël. Vous savez, je pense que l'Inde peut être l'un des alliés les plus importants d'Israël. Et maintenant, vous voyez ici Javier Milei, au milieu de ce cessez-le-feu, venir en Israël. Ce n'est pas sans risque de venir en ce moment, n'est-ce pas? Il se peut que les hostilités reprennent avec l'Iran. Ce pourrait aussi être le cas avec le Liban, mais Javier Milei dit « Non, je viens ». Et il vient recevoir un prix du président d'Israël. Je crois qu'il va recevoir la médaille présidentielle d'honneur. Il va allumer une torche lors de la cérémonie de Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël. Donc, vous savez, Israël a quand même des alliés assez puissants dans le monde, alors même que des pays qui sont, je dirais, en mode autodestruction comme ceux d'Europe occidentale. Le Parti démocrate et d'autres, vous savez, se détournent d'Israël, des pays qui sont en pleine ascension. Maintenant, l'Argentine était au plus bas. Donc, sous Milei, la seule direction possible, je pense, c'était de remonter. Enfin, ce n'est probablement pas vrai. Ils auraient probablement pu descendre encore plus bas, mais Milei essaie de ramener l'Argentine vers une certaine respectabilité. Vous savez, l'Inde sous Modi est un pays qui est en train de devenir une superpuissance économique et le président Trump, vous savez, essaie de renforcer le statut de superpuissance des États-Unis. Donc, Israël a effectivement des alliés puissants et c'est agréable à voir. Et je pense que les Israéliens méritent d'avoir ce type de visite diplomatique, surtout alors que nous approchons de Yom HaZikaron, la journée du souvenir israélienne, et de la journée de l'indépendance israélienne qui arrive cette semaine. Donc Alex, ce serait super d'accueillir le président de l'Argentine dans les studios de JNS TV. J'ai dit vouloir conclure, mais il serait négligent de ne pas mentionner qu'en Israël, cette semaine, c'est Yom HaZikaron, la journée du souvenir, suivi de Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance. Et c'est vraiment une semaine très forte et émouvante. Je dirais que c'est sans précédent ailleurs dans le monde quand on passe du plus bas au plus haut. Voici quelques statistiques. Malheureusement, depuis le début, je crois que c'est le début des années 1940, 25 644 soldats ont payé de leur vie, faisant le sacrifice ultime là-bas. Ce chiffre inclut les victimes du terrorisme. Rien que l'année dernière, 170 soldats de Tsahal ont été tués au combat et 79 personnes ont été tuées lors d'attentats terroristes.
Semaine intense et émouvante en Israël, difficile à expliquer à ceux qui n'ont jamais vécu le jour du souvenir et de l'indépendance ici. Oui, eh bien, tout d'abord, ça a été des montagnes russes complètement folles au cours des 2 ans et demi qui ont suivi le 7 octobre. Il y a beaucoup de conflits, d'anxiété. Donc, parce que c'est une armée du peuple. C'est une armée de citoyens où les gens sont appelés dans la réserve, où vous avez des fils, des maris, des frères et des sœurs qui servent dans l'armée. C'est une angoisse collective chaque fois que vous envoyez un proche se battre. Et les gens doivent vivre avec ça. Et nous avons vu 170 personnes tuées l'année dernière. Beaucoup d'autres ont été blessés. Et parfois, ce sont des blessures graves, même lorsqu'on les qualifie de modérées. Une blessure modérée est très grave. Parfois, elle change la vie. Il y a des centaines, voire des milliers d'amputés et d'autres personnes qui ont souffert à cause de cette guerre. Et ici en Israël, nous avons cette jonction très particulière entre le jour du souvenir et le jour de l'indépendance, l'un enchaînant immédiatement sur l'autre. Et je pense que c'est très différent. C'est quelque chose dont j'ai écrit à ce sujet il y a de nombreuses années pour JNS. Aux États-Unis, je pense que la plupart des Américains ne connaissent pas personnellement quelqu'un qui a été déployé au combat. Et s'ils connaissent quelqu'un, ils connaissent peu de personnes envoyées au combat. Évidemment, beaucoup de gens le font, mais je dirais qu'en général, la majorité des gens ne sont pas engagés au combat. Ils n'ont pas de proches engagés au combat. Et le Memorial Day aux États-Unis, bien sûr, il y a des défilés de vétérans de guerre et ce genre de choses. Et il y a des cérémonies dans les villes. Mais je dirais encore une fois que pour la plupart des Américains qui ne participent pas à ces cérémonies, c'est quoi le Memorial Day? Le Memorial Day, c'est une journée de shopping avec de grosses promotions, 2 achetés, 1 offert. C'est une journée où il y a du baseball. Le week-end des 500 miles d'Indianapolis, c'est aussi celui du Memorial Day. Donc, c'est un week-end de 3 jours, la première fois que les gens vont à la plage du Jersey Shore dans le New Jersey. Et ici, en Israël, nous reconnaissons que notre indépendance a été payée avec le sang de nos proches et de nos soldats. Et tout le monde dans ce pays, il n'y a pas une seule personne qui vit ici qui ne connaît pas, à l'heure où nous parlons, de nombreuses personnes engagées dans des combats. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a été tué au combat ou qui a été affecté par la mort de quelqu'un tué au combat? Ou qui ne connaît pas une ou plusieurs personnes qui ont été tuées ou blessées lors d'attentats terroristes? D'accord. Donc, la journée du souvenir est une journée très sombre et très, très sérieuse qui enchaîne ensuite immédiatement sur cette journée de l'indépendance. Donc, nous reconnaissons que ces morts n'ont pas été vaines, aussi qu'elles ont été le prix à payer pour obtenir la souveraineté israélienne. Et malheureusement, nous devons encore payer notre indépendance avec la vie de nos soldats. Parce que nous continuons d'avoir ces ennemis de l'autre côté de nos frontières et même à l'intérieur de nos frontières, comme autour de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. Et je pense que tous les Israéliens espèrent un jour où nous pourrons dire qu'aucun soldat n'est mort au combat d'une année à l'autre. C'est vraiment ce que nous espérons. Mais nous passons de ce jour sombre à cette célébration unique qui est, je dirais, encore bien plus significative en Israël que le 4 juillet, ce jour de l'indépendance. Et vous verrez des Israéliens partout dans le pays faire des barbecues, célébrer, et espérons-le pour la première fois depuis un moment, le faire sans être sous le feu, puisque nous avons des cessez-le-feu sur tous les fronts. Et espérons que ce calme se poursuivra à long terme. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter, à vous et à tous ceux qui nous écoutent, une journée du souvenir pleine de sens, Yom HaZikaron, puis une très joyeuse fête de l'indépendance d'Israël. C'est tout le temps que nous avons pour la Minute de Jérusalem de cette semaine. Josh Hasten pour JNS News, avec Alex Treyman à JNS TV à Jérusalem. Je salue ceux qui œuvrent dans l'ombre, comme Arnold Rogalenter à la régie. Yuris Veretsky, directeur de la station, notre producteur, Zach Sickerman, Ryan Lischitz et Barbara Kamenov. Et on se retrouve la semaine prochaine sur JNS TV. Oh, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous au contenu de JNS sur JNS TV, offrez-nous un super merci, retrouvez les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif sur jns.org. Excellente semaine à tous, à la semaine prochaine.